Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et votre animatrice du balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, on va parler des infections ostéo-articulaires, soit l'ostéomyélite et l'arthrite septique. Et je voulais juste faire un petit rappel avant de poursuivre. J'ai lu attentivement les résultats du sondage que j'ai fait en décembre 2024, janvier 2025. Vous avez été très nombreux à répondre, donc merci beaucoup. Je voulais juste redire justement que le podcast s'adresse principalement aux professionnels de la santé qui pratiquent ou qui étudient en médecine, en pharmacie, en soins infirmiers, en nutrition, qui veulent apprendre des bases sur divers sujets de pédiatrie. Et je vous invite à aller aimer les pages Instagram et Facebook parce que c'est là que je publie les annonces des futurs épisodes. Vous pouvez écouter des extraits vidéo, vous pouvez lire des messages clés sur chaque sujet et même plus encore. Puis les références complètes là, sont en hyperlien dans la description de chaque épisode audio et également sur YouTube où vous avez la version là, avec sous-titres qu'on a révisé en français, en anglais, grâce à un de mes étudiants en pharmacie, Laurent, qui m'aide beaucoup avec cet aspect. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter nos deux invités pour venir nous parler des infections ostéo-articulaires. Donc, on a Julie et Stéphanie. Je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle. Oui, bon, merci pour l'invitation. Ça fait Donc, moi, plaisir. c'est Julie Hotmesguin. Je suis pédiatre infectiologue à l'hôpital Sainte-Justine. J'ai été formée en pédiatrie et en maladies infectieuses ici à l'Université de Montréal. Puis ensuite, j'ai fait également une formation en pharmacologie clinique, donc vraiment chez la pharmacothérapie, les médicaments chez l'enfant. Et voilà. Très intéressant, merci. Moi, je suis Stéphanie Tremblay, pharmacienne à l'hôpital Sainte-Justine, en pédiatrie générale et en maladies infectieuses. Une troisième apparition pour toi dans le Oui, balado. oui. Merci encore beaucoup à vous deux de participer. Merci. Donc, pour mettre la table, docteur Miskin, j'aimerais que tu nous parles un peu là, des définitions de l'ostéomyélite, l'arthrite septique et c'est quoi un peu la physiopathologie de ces maladies? Oui, alors les infections ostéo-articulaires sont des infections quand même assez fréquentes en pédiatrie. Donc l'ostéomyélite, c'est une infection de l'os, alors que l'arthrite septique est une infection de l'articulation. Et les deux peuvent coexister. On peut avoir l'une ou l'autre ou les deux en même temps. Et puis, euh, en fait, en pédiatrie, ce qui la caractérise, c'est que souvent l'infection vient de voies hématogènes. Ça veut dire que la bactérie se promène dans le sang d'abord et va ensuite infecter l'articulation ou l'os. C'est plus rare qu'on ait des infections ostéo-articulaires secondaires à des traumas pénétrants ou à des morsures, mais ça peut arriver. Donc souvent par voie hématogène. Souvent, on ne trouve pas vraiment le point d'entrée, d'où vient la bactérie. Ça peut venir de la peau, ça peut venir de la gorge. C'est pas bien, en tout cas, on ne l'identifie pas cliniquement. Ok. Et puis, ce genre d'infection, ben, ça peut atteindre tous les os et toutes les articulations, mais le plus souvent, les grosses articulations en pédiatrie et les articulations des membres inférieurs. Et puis, on pense que pourquoi est-ce que il y a une infection de l'os? En fait, c'est que les os des enfants sont très bien vascularisés parce qu'ils sont en croissance. Exact. Et donc, notamment, une partie de l'os qu'on appelle la métaphyse. Et donc, ces bactéries qui peuvent se promener dans le sang vont aller plus facilement infecter cette zone de l'os et puis ou l'articulation. Ok, merci beaucoup. Euh, Puis, c'est quoi un peu les pathogènes là, qui peuvent venir justement se localiser dans les membres inférieurs chez nos enfants? Oui, ben, alors, en fait, ça dépend de l'âge. Donc, on a des germes qui peuvent être... Donc, ce sont des bactéries. Mhm. On a des bactéries qui atteignent plus souvent les bébés, donc de 0 à 3 mois. Et chez les plus de 3 mois, c'est d'autres types de germes.
Donc, chez les moins de 3 mois, on retrouve le Staphylocoque aureus, qui est le grand représentant pour les infections ostéo-articulaires dans tous les groupes d'âge, mais également des germes qu'on retrouve juste plus spécifiquement en période néonatale, comme le Streptocoque du groupe B ou des entérobactéries, surtout le E. coli. Chez l'enfant de plus de 3 mois et moins de 4 ans, donc le jeune enfant d'âge préscolaire, Mhm. on retrouve le plus fréquemment une bactérie qu'on appelle le Kingella kingae. J'aime tellement ça, non? Oui. Donc, c'est une bactérie un peu particulière qui donne donc classiquement des infections des ostéo-articulaires chez le jeune enfant. Et puis, ça a été établi en fait que cette bactérie-là, on la porte au niveau, il y a du portage au niveau nasopharyngé. Donc, si on faisait des tests à plein d'enfants qui n'ont pas Mhm. d'infection ostéo-articulaire, on pourrait trouver cette bactérie-là. Et puis, pour une raison, par exemple, peut-être une infection virale ou quoi que ce soit, ben, la bactérie peut passer dans le sang puis ensuite aller inoculer l'os. OK. Donc, le Kingella kingae. Et ensuite, après 4 ans, le Staphylocoque aureus revient en grande force. Donc, c'est vraiment le plus fréquent. C'est une bactérie qu'on retrouve surtout sur la peau, mais qu'on peut aussi retrouver dans le nez, dans la gorge, en portage. Et donc, ça peut infecter les os. Puis, de façon moins fréquente, après, on a des germes tels le streptocoque du groupe A, euh, de façon plus rare aussi le pneumocoque, mais ça peut arriver, ou l'hémophilus influenzae de type B, mais de moins en moins, en fait, plus vraiment depuis qu'on a une vaccination universelle Mhm. contre ce germe-là. Mais on le garde en tête justement chez les enfants qui sont non vaccinés Oui, ou quand qui même. viennent d'un Mm. endroit où la vaccination est moins Mhm. OK. universelle. Et puis après, ben, on a des pathogènes plus inhabituels qu'on aime mentionner, mais qui sont très rares, comme le Streptobacillus moniliformis Ça sonne chez ceux qui exotique. ont des rats. Ah oui, c'est vrai, c'est Ouais, ouais, pathogène ça. Mhm. mais c'est plus rare. Parfait. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça définit bien les ostéomyélites et l'arthrite septique infectieuse. Là, on a parlé de la physiopathologie, les pathogènes responsables. Côté présentation clinique, ce que j'ai compris là, c'est qu'il y a vraiment un spectre de présentation qui peut aller autant de la légère boiterie ou sous-utilisation d'un membre. Il peut avoir de la fièvre ou non. Puis ça peut aller en fait jusqu'à une gravité d'incapacité complète à utiliser le membre, donc aucune mise en charge possible, voire un choc septique là, dans des rares cas. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu la présentation clinique via un ou deux cas? Oui. Oui, alors c'est ça. Comme tu dis, il y a un grand spectre de présentation. On peut avoir, par exemple, un cas où c'est très floride comme présentation. Donc, je vous donne l'exemple d'un petit garçon de 18 mois qui fait de la fièvre élevée depuis plusieurs jours. Et les parents consultent parce que, par exemple, il peut plus bouger son bras. Et il semble avoir un œdème au niveau du coude. Donc ça, c'était par exemple la présentation euh, d'un cas d'arthrite septique du coude à streptocoque du groupe A. Donc c'était très important comme signe et symptômes. Les paramètres inflammatoires étaient très élevés dans le sang. On parlera un peu les façons de le diagnostiquer après, Mhm. là, mais bon, donc on ne peut pas rater qu'il y a vraiment un foyer au niveau Mhm. du coude. Puis, il y aurait, par exemple, un autre exemple d'un garçon de, par exemple, 2 ans, euh, dont les parents ont remarqué qu'il boite légèrement. Ça fait, donc, quand il marche, mais il marche toujours. Il fait une certaine mise en charge. Et puis, il a peut-être fait un pic fébrile ou subfébrile dans les derniers jours, mais c'était pas très franc. Mhm. Il a un très bon état général, il continue à manger, alors que l'autre, lui, il mangeait plus du tout. Euh, donc, et ce cas-là, ce serait plutôt la présentation classique d'une ostéomyélite, par exemple, OK. à Kingella kingae. OK. Donc, un germe un petit peu moins virulent. Mhm. Je comprends bien. Puis, c'est quoi justement les facteurs de risque
pour les infections ostéo-articulaires, par exemple, hématogènes ou par inoculation dans les rares cas. Donc, c'est souvent décrit qu'il y a eu un trauma récent mineur qui a Mhm. précédé l'infection ou une infection virale. C'est pas clairement établi que les événements sont reliés. Est-ce que c'est parce que les enfants de cet âge-là ont souvent des traumas mineurs et des C'est ça. infections virales, ou est-ce que l'infection virale a réellement causé une translocation de la bactérie dans le sang puis une Mhm. infection? C'est pas clair. Par contre, pour les cas plus rares d'infections qui sont pas hématogènes, donc on peut avoir des traumas pénétrants, des fractures ouvertes lors d'un accident ou par exemple un enfant qui a nécessité une instrumentation de ses os, soit pour une scoliose ou pour une réduction de fracture. Ça peut être un facteur de risque d'infection OK. aussi. Puis des fois, ça peut arriver même s'il n'y a pas de trauma mineur évident à l'histoire des parents. Exactement. Mhm. Donc, c'est difficile finalement de réellement identifier des facteurs de risque pour l'infection classique Mhm. hématogène de l'enfant en bonne santé. OK, je comprends bien. Mm. Puis toi, ces patients-là, comment tu les évalues au niveau du diagnostic différentiel et des laboratoires? Oui, donc c'est sûr que pour ce qui est du diagnostic différentiel, quand on a des signes inflammatoires locaux comme de l'œdème, de la Mhm. chaleur, en présence de fièvre, il faut donc c'est pas certain que ça soit une ostéomyélite ou une arthrite, ça pourrait être aussi une cellulite ou une myosite, donc une infection finalement des tissus mous au-dessus des os. Euh, on peut avoir aussi, mais en général, il y aurait pas de fièvre. Euh, Par exemple, dans le cas d'arthrite, une arthrite réactionnelle à une infection. Donc, ça veut dire que c'est plus une arthrite inflammatoire, mais qu'il n'y a pas de réelle infection dans l'articulation. Mhm. On peut avoir un trauma, une fracture, mais donc en général, il n'y aurait pas de fièvre ni de paramètres inflammatoires élevés. Euh, et puis, on a des arthrites. On pourrait aussi avoir des arthrites causées par la maladie de Lyme, où là, c'est une infection, mais c'est pas dans le même tableau Mhm. de ce qu'on parle aujourd'hui. Mm. C'est bon, merci beaucoup. Puis, c'est ça. Fait qu'on fait plusieurs prises de sang à l'arrivée à l'urgence. Notamment, justement, tu m'as parlé beaucoup des paramètres inflammatoires. J'imagine que tu vas les voir un peu, ça ressemble à quoi. Tu fais une culture au niveau sanguine, une hémoculture. Est-ce que tu demandes la vitesse de sédimentation pour tes ostéomyélites ou arthrites septiques? Pas toujours. Dans le fond, le paramètre inflammatoire qu'on regarde le plus, c'est la CRP, la Mhm. protéine C-réactive, puis le niveau de globules blancs, de neutrophils, ça nous indique s'il y a de l'inflammation systémique. Puis la vitesse de sédimentation, elle va être plutôt faite dans des contextes d'ostéomyélite chronique, ça veut dire quand ça fait plus de 2 semaines que l'enfant a des symptômes, où là, des fois, on pourrait avoir une protéine C-réactive qui est normale, mais Mhm. une vitesse de sédimentation élevée. On peut aussi, oui, donc la vitesse de sédimentation, elle n'est pas faite toujours. Pas d'emblée. Oui, D'accord. mais comme tu disais, hémoculture, formule sanguine, protéines C réactives, ça fait vraiment partie du bilan de base. Parfait. Dans les imageries, c'est quoi les imageries de base qui peuvent aider? Oui, donc dans le cas donc d'une boiterie ou de sous-utilisation d'un membre, on commence souvent par un simple rayon X de la région touchée. Bon, ça élimine, comme je disais tout à l'heure, le diagnostic différentiel de fracture, mais il faut savoir que dans une ostéomyélite, souvent l'os est normal. Dans une ostéomyélite aiguë, il n'y a pas d'atteinte de l'os au rayon X. On peut des fois voir des signes indirects comme de l'œdème des tissus mous sur le rayon X ou un élargissement de l'espace articulaire. Donc souvent, on commence par un rayon X, mais comme je disais, c'est pas suffisant.
Et donc après, il y a plusieurs tests qu'on peut faire et tout dépend de l'heure de la nuit à laquelle l'enfant Oui. se présente, de la disponibilité des tests. Mais donc, si on a une suspicion d'arthrite, l'échographie est vraiment le premier test. Donc, ça va vraiment documenter s'il y a un épaississement de la synoviale, s'il y a du liquide, est-ce qu'on peut le ponctionner. Ça peut également, surtout chez les plus jeunes, nous indiquer s'il y a un abcès sous périosté près de l'os. Mais l'échographie en soi, c'est pas le test de choix pour l'ostéomyélite. C'est plus pour l'arthrite. Puis ensuite, pour confirmer donc l'ostéomyélite, euh, l'imagerie de choix, c'est vraiment la résonance magnétique qui est très sensible et très spécifique. Mais on a également la scintigraphie au technétium, qui est un test de médecine nucléaire, qui est très utile aussi et accessible, avec quand même une bonne sensibilité, une spécificité. Super. Puis, est-ce que ça peut arriver justement dans des centres un peu plus éloignés qu'il y a ni l'IRM ni la scintigraphie? On aurait alors juste la radiographie ou l'écho? Ou... En général, un centre qui prendrait soin d'un enfant avec une infection ostéo-articulaire a au moins accès à une OK. scintigraphie. Ils ont souvent accès à la résonance magnétique, mais le défi en pédiatrie, c'est que des fois, il faut une sédation Hmm. pour la résonance magnétique, donc ils sont moins enclins à le faire, mais au moins la scintigraphie. Parfait. Donc, et au niveau ponction slash biopsie, comme infectiologue, j'imagine que c'est très satisfaisant d'avoir une documentation microbiologique pour traiter. Est-ce que vous essayez tout le temps d'isoler un germe ou des fois c'est pas possible? C'est ça. Donc, les infections ostéo-articulaires, c'est un type d'infection où on ne trouve pas toujours le germe, mais c'est sûr que si il y a du liquide ou un abcès ou quelque chose à ponctionner, c'est toujours mieux d'essayer de documenter parce que ça nous permet d'être sûr de notre diagnostic microbiologique pour ensuite bien cibler notre traitement. C'est un traitement qui est quand même prolongé. Si on a des effets secondaires, on aime savoir qu'on a le bon Mhm. antibiotique. Donc, on doit faire son mieux pour établir le diagnostic microbiologique avant de commencer l'antibiotique si c'est possible. Donc, on a l'hémoculture qui pourrait nous aider. Parfois, on retrouve la bactérie dans le sang. Et ensuite, il y a l'articulation. Donc, s'il y a vraiment assez de liquide dans l'articulation qui peut être ponctionné, on procède à une ponction du liquide articulaire qu'on peut analyser. Donc, ça, cette ponction-là, elle peut être faite soit par un radiologue interventionniste, par un orthopédiste ou même un urgentologue. Et puis, par contre, quand il n'y a pas d'arthrite et qu'il y a juste une atteinte de l'os, sans complications comme un abcès, là, on ne fait pas souvent une biopsie de l'os. Mhm. Donc, c'est souvent dans ces cas-là où on n'est pas capable d'identifier vraiment la cause. OK, je comprends. Ouais. Mais donc, c'est ça. C'est difficile d'isoler le germe. D'autant plus que le germe dont on a parlé, le Kingella kingi, qui est une cause fréquente des infections ostéo-articulaires chez l'enfant, ne pousse pas bien en culture. Et donc, donc c'était difficile de l'identifier. Et grâce à des nouveaux tests donc de PCR, de biologie moléculaire, on est capable de plus en plus d'identifier ce germe-là. Et donc, la proportion des enfants chez qui on établit un diagnostic microbiologique a augmenté Bon, ben, avec c'est l'avènement super. de ces tests-là. Merci beaucoup. Puis, qu'est-ce que ça fait si on retarde notre prise en charge de ces infections ostéo-articulaires-là? C'est quoi les complications un peu plus aiguës, chroniques? Oui, donc au niveau des complications aiguës, on peut avoir donc une complication par un abcès, par exemple, soit dans les tissus mous ou dans l'os. Ça peut être intraosseux ou sous-périosté, donc sous la Mhm. couche externe de l'os. Dans de rares cas, on pourrait avoir une telle inflammation qu'on peut avoir des caillots dans des veines adjacentes. Et puis, vraiment une progression de l'infection qui mènerait même à un choc septique ou un sepsis. Donc ça, c'est plus en aigu. De façon chronique,
Donc, les complications chroniques, c'est quand même rare quand on prend en charge adéquatement l'infection. Donc, la plupart des infections, des enfants qui ont une ostéomyélite aiguë ou une arthrite septique aiguë vont pas avoir de séquelles à long terme. OK. Mais quand il y a des complications chroniques, c'est par exemple s'il y a une atteinte du cartilage de croissance ou de la plaque de croissance, on peut avoir donc une atteinte de la croissance du membre, Mmh. une inégalité de membres. Euh, on peut également, quand l'infection est trop importante dans l'os, on peut avoir une zone qui devient nécrotique. Et à ce moment-là, c'est plus difficile à traiter parce que les antibiotiques ont du mal à se rendre dans cette partie de l'os infecté. Et puis, donc, c'est ça. On peut avoir des infections qui sont mal traitées. On peut même, donc, une formation, ce qu'on appelle un séquestre, là, un os qui est, un morceau d'os qui est comme déconnecté. Et on peut même avoir une infection qui peut se fistuliser à la Ah, peau. OK, quand même. Mm. Merci beaucoup, Julie. Ça a fait vraiment un super beau tour d'horizon là, pour la présentation clinique, les facteurs de risque, les complications. Dans le fond, je comprends que, il y a différentes modalités de traitement. Là, tu as parlé un peu de l'arthrite septique tantôt pour notre petit cas. Comment en orthopédie, par exemple, on pourrait prendre ça en charge? Donc, c'est ça, si on revient à notre cas de notre enfant qui avait une arthrite septique à streptocoque du groupe A, qui est un germe très virulent. Ce genre de cas de figure, c'est vraiment une urgence médicale et une urgence orthopédique où il faut euh, traiter d'emblée, mais il faut essayer donc d'établir aussi un diagnostic, donc faire une ponction. Et quand on a réussi à établir le diagnostic, on a identifié par exemple beaucoup de globules blancs dans le liquide articulaire ou même des fois on voit des bactéries. À ce moment-là, de façon urgente, les orthopédistes peuvent décider d'aller débrider et laver l'articulation, donc de faire une arthrotomie, d'ouvrir l'articulation puis de nettoyer. Euh, et puis, dans les ostéomyélites, c'est surtout s'il y a un abcès ou dans un second temps, si par exemple l'enfant ne répond pas aux antibiotiques, là, l'orthopédiste peut aussi opter pour une approche chirurgicale. Mais donc, dans ces cas-là plus sévères, c'est une urgence de débuter des antibiotiques même avant Mhm. la ponction. Et puis, donc, de considérer aussi une approche chirurgicale. OK. Fait qu'on va bien faire du source control, là, le contrôle à la source. Puis après ça, on va compléter avec nos antibiotiques. Mhm. Justement, Stéphanie, veux-tu nous en parler un peu du traitement antibiotique? Oui, bien sûr. Donc, bon, d'abord, comme on le dit, c'est très difficile d'avoir un germe là, au début. Donc, on va aller plutôt vers un traitement empirique ou probabiliste là, pour traiter l'enfant qu'on va sélectionner en fonction de l'âge de l'enfant, de sa présentation clinique, son statut vaccinal, le contexte là, de comment c'est arrivé. Donc, chez les petits bébés, là, les très jeunes enfants de moins de 3 mois, on va essayer de couvrir nos bactéries qui auraient pu acquérir là, autour de sa naissance. Donc, notre Staph aureus, notre strep groupe B, puis nos entérobactéries comme le E. coli. On va donc donner un traitement quand même assez large qui va souvent être avec une céphalo de troisième génération, puis de la cloxacilline pour bien couvrir notre Staph aureus. Chez les enfants, à partir de 3 mois, là, on va vouloir traiter nos bactéries principales. Si l'enfant, surtout si l'enfant est moins de 4-5 ans, on va vouloir vraiment viser notre Kingella kingae. Puis on va quand même vouloir traiter quand même le Staph aureus, puis je dirais le Streptococcus là, qui sont les bactéries qu'on risque plus de trouver. Euh, on va surtout utiliser une céphalosporine en général, une céphalosporine, surtout la céphazoline, qui est une céphalosporine de première génération qui va bien traiter notre Staph aureus, mais qui va aussi traiter notre Kingella kingae. Euh, Auparavant, on utilisait la cloxacilline, ou on a déjà pensé utiliser la cloxacilline, mais la cloxacilline est moins efficace contre le Kingella kingae, donc on peut avoir de la Mhm. résistance. Donc, c'est un peu moins une option. Puis, le Kingella kingae va aussi produire parfois des bêta-lactamases. Donc, on va préférer utiliser une céphalosporine, là, ça va être plus efficace pour ça.
Mettons qu'on aurait une rupture de stock de céphalosporine, on pourrait donner du clavulin qui couvrirait le Staph aureus et le Shigella kingii en même temps. Fait que ça serait quand même une option. Dans ces populations-là, on pourrait aussi suspecter un SARM qui arriverait surtout si, par exemple, l'enfant a des parents qui sont travailleurs de la santé, si c'est un enfant qui est issu de certaines communautés où on sait qu'il y a une grande prévalence de SARM. Si c'est un adolescent, par exemple, qui fréquente des vestiaires de sport, là, par exemple, un joueur de football ou de hockey, ou, j'ai déjà vu une ballerine aussi qui avait une infection importante à SARM, là. Donc, ces patients-là, on va le couvrir. Donc, on va utiliser là, de la vancomycine ou à tout le moins la clindamycine pour couvrir le SARM. Mais il faut savoir que ces antibiotiques-là ne fonctionnent pas comme contre le Shigella kingii. Donc, si c'est un enfant plus jeune dans la population risque de Shigella kingii, il faudrait quand même ajouter un antibiotique Est-ce qui qu'on va en le voit couvrir. beaucoup des Staph aureus résistants à la médicilline On en voit de pour plus en les plus, ostéo-articulaires? j'ai Ouais. l'impression, à l'occasion, là, c'est pas encore des niveaux incroyables, puis c'est pas comme dans d'autres pays, là, comme aux États-Unis, mais on en voit à l'occasion. C'est Ok. ça. On n'en voit pas assez pour l'inclure une couverture d'emblée, mais seulement donc basée sur les facteurs de risque. Ouais. Puis la présentation aussi, un échec de traitement, du Oui. traitement initial, mais on va dire peut-être que c'est une SARM. T'as mis la puce à C'est vraiment une l'oreille. Puis qu'est-ce que tu fais pour des enfants là, qui, par exemple, c'est avéré, ils ont testé positif en allergologie, là, allergie à la pénicilline. C'est quoi nos Si options? c'est une allergie très, très sévère qui ferait qu'on ne pourrait pas du tout utiliser de bêta-lactam, on pourrait utiliser le Septra qui fonctionnerait pour le Shigella kingii, pour le Staph aureus ou une quinolone. Puis, si c'était une allergie à la pénicilline, mais qui ferait qu'on ne pourrait pas utiliser des céphalosporines de première génération comme la céphalosporine, on pourrait utiliser des céphalos là, de génération plus élevée comme de la ceftriaxone qui fonctionnerait là, contre le Shigella kingii. Donc ça serait des options de traitement aussi. OK, merci. Puis au niveau de la voie d'administration, je retiens qu'on commence pas mal tout le temps par la voie intraveineuse. Pourquoi? Pourquoi donc? Ben souvent, on va commencer, on va donner par voie IV parce que c'est un comportement assez profond puis on veut que la plus haute dose possible la pénètre dans l'os. On va aussi avoir là, tu sais, des fois des enjeux qu'on n'est pas certain si l'enfant va prendre l'antibiotique vraiment. Donc, on commence IV. Pendant ce temps-là, ça nous permet de compléter nos investigations, puis peut-être d'identifier la bactérie qui est en cause puis d'affiner notre traitement. Puis on va aussi s'assurer qu'il n'y a pas de bactériémie, ce qu'on voit surtout avec le Staph aureus, là. Donc, parfois, les patients ont des bactériémies, donc on va pouvoir traiter intraveineux au début. Puis, ça va aussi, on est certain que l'enfant va prendre l'antibiotique, donc ça nous permet de tu sais, documenter s'il y a une amélioration, de s'assurer que le traitement est efficace. Euh, il y a certaines situations de plus en plus de situations où on pense donner le traitement par la bouche, là, initialement. Ça va être par exemple, si une infection n'est pas compliquée, si l'enfant a un bon état clinique, si on est certain qu'il n'y a pas d'indication de chirurgie, s'il n'y a pas de matériel, si c'est un enfant de plus grand que 6 mois, qu'on est certain qu'il va bien prendre les Ouais, ben médicaments ça, par la c'est un bouche. enjeu parce que ça C'est un peut faire grand des enjeu. gros volumes quand même. Il y a ça aussi. Il y a parfois des enjeux de goût aussi, là. Puis, si on s'assure que c'est des enfants qui vont avoir vraiment des présentations très peu sévères. On va pouvoir le donner par la bouche d'emblée, mais c'est pas quelque chose qu'on fait encore C'est ça. tout le En temps. pratique, c'est la minorité. Chez qui on va commencer d'emblée par la bouche. Et puis, mais c'est ça, il y a des nouvelles études qui commencent à nous challenger dans ce dogme de l'antibiothérapie Ouais. intraveineuse. Mais c'est vrai qu'en pratique, c'est ça, le temps de faire l'imagerie, s'assurer qu'il n'y a pas d'abcès, de bactériémie. Mm. OK, je comprends bien. Donc, c'est sous étude, mais on sait que certains cas plus légers, on pourrait peut-être le considérer. On va Ça va mettre... être une pratique qui va évoluer, puis Ouais, oui, éventuellement, exactement. dans quelques années, ça va être quelque Effectivement. chose de plus commun. Là, vu que on est pharmacienne, toi, tu as un intérêt en pharmacocinétique, j'aimerais ça, Stéphanie, tu nous parles un peu, justement, les doses, la pénétration, les antibiotiques avec Julie. Ouais. Donc, on va vouloir donner les doses les plus élevées possibles pour s'assurer de la pénétration dans l'os pour avoir une concentration qui va être suffisante.
Donc, par la voie intraveineuse, on va donner de la céphalosporine à 150 mg par kilo par jour, avec un max de 2 grammes par dose Q8 heures. Fait que ça, c'est à peu près nos doses standards de céphalosporine. Pour la céphalexine, on va aussi donner une dose de 150 mg kilo jour. D'ailleurs, Julie avait fait une étude avec cette dose-là quand elle était résidente. C'est le premier article qu'elle a publié. Puis, nous, on va diviser la céphalexine en 3 doses par OK. jour parce que c'est vraiment plus pratique pour un enfant et plus pratique pour les parents. Moins que 4 Euh, fois par jour, Moins que là, 4 fois que par jour, comme c'est... c'est tu sais, parfois, c'est souvent décrit là, dans les références, mais 3 fois pour nous, c'est suffisant. Puis ça avait été aussi démontré là, dans l'étude Oui, de parce que Julie. les concentrations, ils étaient satisfaisantes, puis on avait une bonne évolution Oui, également, puis c'était bien toléré c'était bien Exactement. aussi. intéressant. Mm. Notre dose maximale de céphalexine va être de 1,5 g par dose 3 fois par jour, donc 4,5 grammes par jour. Puis je sais que dans les références, c'est écrit 4 grammes là, de céphalexine, mais la dose de 4,5 grammes est bien Mhm. tolérée. C'est Parfait. vrai que ça peut faire des assez gros volumes là, pour un enfant, là, puis on peut attraper ces doses-là. Un enfant peut encore avoir besoin d'une solution orale avec ces doses-là. Là. Mais en général, la céphalexine est un des antibiotiques qui coûte quand même assez bon, puis les enfants le tolèrent bien. Mhm. En cas de rupture de stock de céphalexine, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais c'est arrivé il y a quelques On années. va toucher du On va bois. toucher C'est du pas du bois. vrai bois, mais... Tu sais, j'ai essayé de réfléchir aux options qu'on pourrait avoir. Tu sais, la cloxacilline par la bouche, ça pourrait être une option si on est certain que c'est un Staph aureus. Par contre, il y a là des gros désavantages, c'est qu'elle doit donner, elle, 4 fois par jour, donc ce qui est, on dit, pas pratique avec un enfant qui va, par exemple, à l'école ou à la garderie. Puis la solution orale de cloxacilline, elle goûte vraiment mauvais. Hmm. Donc ça, c'est vraiment pas idéal. Puis en plus, ben, la cloxacilline, elle couvre pas le King et le King. On n'est pas, elle couvre pas tout le temps le King et le King. Donc, ça serait pas idéal chez un enfant là, en âge d'avoir une infection plus la King et le King. Fait que dans cette situation-là, je crois que le clavulin pourrait être une option parce que lui, il va Hmm. couvrir le Staph aureus et le King et le King. Tout à fait. Donc, ça serait un bon choix. Euh, Lorsqu'on veut donner un autre antibiotique, par exemple de la clindamycine, on va viser les doses là, les plus élevées, comme un 40 mg kilo jour là, de clindamycine pour être certain que ça pénètre. Mais la clindamycine pénètre quand même assez bien euh, Dans les eaux. dans les os. Oui. C'est quoi environ les pourcentages? C'est ça. Donc, les bêta-lactams qu'on utilise le plus, c'est pas une pénétration très grande, c'est de l'ordre de 20%. Hmm. Donc, la céphalexine, la céfazoline. Et puis, la clindamycine, par contre, il y a des taux plus élevés, ça a été décrit jusqu'à 85%. Et ça, c'était chez les adultes? OK. Exactement. Donc, et puis, comme on disait tout à l'heure, l'os de l'enfant est quand même vascularisé de Mhm. façon riche. Donc, on assume que probablement le taux de pénétration dans les os des enfants est peut-être plus élevé. Toujours est-il que malgré, par exemple, les bêta-lactams avec une pénétration d'environ 20%, avec les doses qu'on donne, les concentrations qu'on obtient, on obtient quand même des concentrations au-delà de la concentration minimale qu'il nous faut pour inhiber la croissance de la bactérie. Donc, et puis ça fonctionne. Les enfants C'est guérissent. Donc, super. hmm. Puis j'imagine que ça peut être diminué si, tu as mentionné des complications tantôt, là, comme la nécrose. Là, on aurait plus la vascularisation qu'on veut. Donc là, la pénétration d'antibiotiques serait moindre. C'est bien ça? Exactement. Et puis dans ces cas-là, on demande donc l'avis aux orthopédistes où ils peuvent aller débrider la zone Hmm. nécrotique pour avoir un meilleur pronostic du OK, traitement. je comprends bien. Merci beaucoup. Donc, je comprends là, que, on donne vraiment des doses plus élevées là, de bêta-lactam. Notre cépalexine, notre céphalosporine de première génération, on peut la donner 3 fois par jour au lieu de 4 fois. Beaucoup plus pratique pour les parents. Puis, on a une efficacité et une tolérance satisfaisante. Oui. Donc, là, vous m'avez parlé, bon, phase initiale, on commence souvent plus en intraveineuse. C'est quand qu'on va switcher, on va changer vers la voie orale. Ça dépend toujours des cas.
C'est sûr que traditionnellement, là, moi, quand j'ai commencé à travailler à Sainte-Justine il y a plusieurs années, on avait tendance à faire une très longue période C'était intraveineuse, intraveineux quasiment au complet. souvent Ouais. pendant 6 semaines, là, Mm. pendant un long traitement. Là, on est maintenant beaucoup plus ouvert à l'idée de poursuivre le traitement par la bouche. On va changer par la bouche en général, lorsque l'enfant a vraiment une bonne évolution clinique à la base, lorsque les paramètres inflammatoires sont diminués. Si l'enfant, on note là, qu'il est capable de prendre des antibiotiques par la bouche, qu'on est certain que les antibiotiques vont être bien pris. Mhm. Euh, si on est capable aussi d'assurer un suivi quand même assez fréquent, parce que c'est pas parce que l'enfant prend l'antibiotique par la bouche qu'on peut l'envoyer dans la nature puis Mhm. être certain que les antibiotiques vont être administrés pendant une longue période à Ouais. des grosses doses. Et Donc, même des fois, tu sais, les parents sont de bonne foi, mais parfois, une semaine après le congé, on se rend compte que le parent donne pas la bonne dose, par Mm. exemple. mhm, Au lieu de donner 3 fois par jour, il donnait une fois par jour. Donc, on revoit toujours, tu sais, c'est vraiment Mm. un traitement qui est important. mhm. Puis, on OK. revoit ça avec les parents Je aussi. comprends bien. Donc, notre petit cas là, de classique d'ostéomyélite à Kingela-Kingay, s'il évoluait bien sous nos yeux, lui il serait un bon candidat là, justement Ça, c'est pour des enfants qui pas parfois ont terminer seulement un varié. traitement de quelques jours intraveineux, en fait, Mhm. puis souvent, ils vont récupérer la fonction de leurs membres dont ils ne se Ouais. servaient pas après 3, 4 jours, avoir une très belle amélioration sous nos yeux. Leurs paramètres inflammatoires vont être diminués, leur formule sanguine va être OK. redevenue à la normale. Donc, ces enfants-là, effectivement, on a tendance à les changer rapidement pour un traitement oral, après seulement quelques jours de traitement Super. intraveineux. Puis ils peuvent retourner à l'école, jouer Retourner à avec l'école, à leurs la amis. garderie, C'est reprendre leurs super. Mm. activités. Puis là, oui, Puis c'est allez-y. sûr que aussi, si on a réussi à établir un diagnostic microbiologique, on a réussi à identifier la bactérie, ben, il faut qu'on ait des options orales. Mhm. Puis, ça arrive des fois qu'on n'a pas de germe, mais qu'on se base juste sur l'amélioration sous le traitement Mhm. intraveineux pour dire, bon, c'est probablement un Kingala Puis à Kingay ou un Staph l'histoire, aureus. souvent ça sonne Mm. Kingala-Kingay. Mhm. OK, c'est bon. Combien de temps tu traites, Julie, pour ces infections-là? Donc, c'est ça, c'est une autre chose qui a changé aussi dans Mhm. les 10 à 20 Ouais. dernières années. C'est la durée de traitement qui est de plus en plus courte. Donc, actuellement, une arthrite septique non compliquée, on va traiter à peu près 3 semaines. Mais c'est sûr que si par exemple c'est une infection plus compliquée qui a nécessité des débridements, une Mhm. chirurgie, ça peut aller plus longtemps. Et puis pour des infections des os, à ce moment-là, on peut aller jusqu'à 4 semaines. La durée moyenne, c'est à peu près 4 semaines, mais on peut aller jusqu'à 6 semaines quand c'est plus compliqué. Mhm. Et quand c'est chronique, là, on peut aller jusqu'à 3 mois de OK. traitement. Donc, c'est là qu'on va sortir notre antibiothérapie IV à domicile. Puis des Mhm. fois, c'est pas 3 mois intraveineux, mais ça peut être Mhm. ben, la moitié ou par Mhm. exemple un OK. mois ou 6 semaines. Donc à ce moment-là, oui, on a un programme où Mhm. les parents peuvent administrer l'antibiotique intraveineux. On a des dispositifs qui sont plus simples, qui se prêtent Mhm. mieux à l'administration à la maison. C'est vraiment super qu'on ait accès à ça maintenant. Mm. J'aurais une dernière petite question pour vous avant de terminer. Je pense que vous avez vraiment fait un beau tableau de toutes de ces infections-là. Si j'ajoutais justement, une petite patiente là, de 6 ans qui fait de la fièvre, boiterie, une refus de mise en charge sur sa jambe droite, puis là, on lui diagnostique une ostéomyélite au tibia droit. Là, le père, il se demande est-ce qu'il peut donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le d'ibuprofène, par exemple, il y en a plein chez lui, puis s'il veut soulager là, l'inconfort de son enfant. Qu'est-ce que vous répondez? Ouais. Donc, je pense que c'est une pratique qui change, qui varie peut-être d'un pays à l'autre, mais en tout cas, dans notre pratique, on administre des anti-inflammatoires et ça, pas toujours, mais quand on a une douleur qui est Mhm, pas bien soulagée, puis on voit que ça contribue à l'amélioration clinique, à la récupération aussi fonctionnelle. C'est ça, quand il y a une inflammation marquée, ça peut être un adjoint, ça aide dans le traitement. mhm. Particulièrement, par exemple, moi, ce que j'ai remarqué dans les sacroiliites, définitivement, ça aide de concert avec les antibiotiques. OK, parfait. Donc, c'est pas notre première ligne, mais ça peut aider en adjuvant.
Excellent. Puis, la vraie dernière question, en fait, c'est est-ce que vous impliquez la réadaptation dans la trajectoire de soins de ces patients-là? Oui, Oui. absolument. Dépendamment de la sévérité du Mhm. cas, c'est sûr que notre petit cas d'ostéomyélite à Kingala Kingi qui, après 2 jours d'antibiotiques, saute partout dans sa chambre, lui, il verra probablement pas la physiothérapeute. Mais l'enfant avec l'arthrite septique à streptocoque du groupe A qui a été immobilisé Mhm. pendant longtemps, lui est à risque d'ankylose. Et puis, il y aura besoin de réadaptation. Puis, définitivement, on appelle les physiothérapeutes à notre aide. Les physiothérapeutes peuvent nous aider à l'évaluation, mais aussi après ça à la réhabilitation. Euh, donc, définitivement. Parfait. Ben, merci beaucoup, Dr. Juliette Miskin, Stéphanie Tremblay, pharmacienne. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Je pense que ça éclaire vraiment beaucoup de choses là, sur ces infections ostéo-articulaires qu'on voit quand même fréquemment ici au CHU Sainte-Justine. Donc, et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se rejoint pour le prochain épisode dans quelques semaines. Tourneau!